Béatrice. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans la matrescence. Mais je suis ravie d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement depuis le Val d'Oise. Alors, aujourd'hui, j'avais une première question toute simple. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir psychologue ? Ouf, question toute simple, comme vous y allez. Alors, en fait, quand j'avais 15 ans, je crois que je voulais être cuisinier, chef cuisinier, étoilé, machin, voilà. Et puis, dans le même temps, je voulais travailler sur le cerveau. Non, c'est pas vrai. Je voulais faire de la médecine humaine. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas, je suis pas si jeune, donc en ce temps-là, les psychiatres, psychologues, on connaissait pas trop ce machin-là. Et puis finalement, je suis pas du tout partie dans cette direction. Je suis partie en biologie. Donc j'ai fait maths sup, maths spé en biologie, je suis rentrée en normal sup en bio, et je suis tombée dans la marmite des sciences cognitives avec une première formation avec un gars qui était exceptionnel, qui s'appelait Jacques Meller, qui a été le pionnier des sciences cognitives en France. Il n'y avait pas de formation, ça n'existait pas, il y avait juste écrit comment on apprend à apprendre. Et je suis tombée dedans, je suis jamais ressortie. Et donc de là, j'ai fait double cursus en sciences et en psycho. Et voilà, et après, comment je suis devenue thérapeute, parce que finalement, les thérapies comportementales que je pratique étaient là de la droite ligne de ça. Voilà, j'ai essayé un peu la recherche, c'était pas pour moi. Et voilà à peu près comment je suis tombée dans la psychologie. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes psychologue ? Je crois que j'ai ouvert mon cabinet, ça fait 25 ans à peu près, quelque chose comme ça. Donc vous en avez vu passer des patients et J'ai des vu patientes. passer des gens, voilà, j'ai passé un peu de gens. Alors, on est là pour parler de votre nouveau livre qui vient de sortir, qui concerne les doubles, voire triples exceptionnalités. Dans ce livre, vous explorez ce qui est assez méconnu en France finalement, cette double exceptionnalité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ? Alors, il faut quand même savoir que je suis un peu connue aussi sur le domaine du haut potentiel et de la neurodiversité plus largement. Donc, j'ai écrit un certain nombre de livres sur le sujet des hauts potentiels, des enfants, des adultes, voilà, au travail, à la maison, enfin bref. Et à un moment donné, la question du haut potentiel se croise avec celle des troubles neurodéveloppementaux, et je reçois beaucoup de gens qui arrivent, alors on en parle de plus en plus des troubles neurodéveloppementaux, et c'est très très bien. Et donc, moi, j'en vois qui arrivent et qui me disent « je suis autiste ». Il y a 20 ans, il venait chez moi en disant « je pense que je suis fou, faites-moi une lettre pour aller à Sainte-Anne ». Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils disent « je suis autiste, donc je veux un diagnostic d'autisme », ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs. Ou quasiment tous me disent « j'ai un trouble de l'attention ». Et donc, quand on regarde un peu outre-Atlantique, parce que chez nous, on n'en parle pas beaucoup, c'est ce qui s'appelle la double exceptionnalité, d'être haut potentiel et avoir un trouble neurodéveloppemental. Et finalement, pourquoi double exceptionnalité ? Parce qu'au potentiel, c'est finalement peu de gens. Alors, selon les pays, c'est 2,5%, 5%, 10%, c'est pas très, très clair. Et le trouble neurodéveloppemental, c'est pareil, c'est pas très fréquent, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Et donc, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Alors, souvent, triple exceptionnalité, parce que quand on est dans le spectre autistique, on a souvent une comorbidité, c'est-à-dire un autre trouble qui s'ajoute, la dyslexie ou le trouble de l'attention. Mais, donc voilà, j'ai voulu en parler, d'une part pour dire aux gens que on peut être au potentiel sans avoir un trouble neurodéveloppemental. Souvent, les gens disent « mais tous les hauts potentiels ont un trouble de l'attention ». Non, c'est pas le cas. Et que on peut avoir un trouble de l'attention ou être dans le spectre de l'autisme sans être non plus au potentiel. Et que quand on est les deux, finalement, on va pas fonctionner de la même façon que si l'on est juste un des deux. On n'accompagne pas quelqu'un dans le spectre de l'autisme de la même façon qu'un haut potentiel, ni qu'un neurotypique, ni que les deux à la fois. Donc c'est ça qui est important pour ouvrir les bonnes portes finalement. Alors si on reprend depuis le début, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce monde, c'est quoi un neurotypique et quelqu'un qui est neurodivergent ? Alors, neurotypique, c'est quelqu'un qui va fonctionner selon une norme, un fonctionnement cognitif ou neurologique, finalement, une manière de raisonner qui va être celle du plus grand nombre. Alors, ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce qu'une norme, ça existe, mais ça n'existe pas, finalement, parce qu'il y a une norme qui est un raccourci de pensée pour nous permettre de comprendre tous un concept, et puis avec des disparités autour de cette norme. Donc ça, c'est le concept de neurotypique, finalement. Donc, encore une fois, des gens qui vont avoir un raisonnement un peu comme tout le monde. Donc, comme tout le monde, ça veut dire un peu le raisonnement logico-mathématique, l'enfant scolaire, ou voilà, des gens un peu alors c'est un peu stéréotypé, mais c'est un peu ça. Et puis, la neurodiversité sont toutes les personnes dont le fonctionnement cognitif s'éloigne de la norme. Et dans la neurodiversité, on met, au tout départ, c'est parti du spectre de l'autisme, c'était les gens dans l'autisme qui revendiquaient d'être comme tout le monde, enfin d'être normaux autrement, si je peux dire, c'est un terme que j'utilise souvent, d'être normal autrement. Et ils revendiquaient de ne pas avoir de pathologie, de pouvoir s'insérer dans le monde comme tout un chacun.
Donc c'est parti de là. Donc aujourd'hui, dans la neurodiversité, évidemment, se trouve le spectre de l'autisme, se trouvent tous les troubles neurodéveloppementaux, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les dyslexies. Et on ajoute maintenant l'hypersensibilité et le haut potentiel. Alors ça, c'est très français d'ajouter le haut potentiel parce que la France est un des rares pays à s'intéresser au potentiel adulte. Donc chez nous, quand on parle de neurodiversité, quand on regarde dans les entreprises, ou moi j'interviens aussi dans des conférences pour les entreprises, quasi toutes les personnes neurodiverses en entreprise sont au potentiel et autre chose, probablement. Mais ce qui est très spécifique à la France. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi les Français sont quasi les seuls au monde à s'intéresser au potentiel adulte. Aux États-Unis, vous parlez de haut potentiel adulte. Ils savent pas, quand vous parlez de gifted pour les Américains, ils disent oui, les enfants. Comme si ça se transposait pas après. Et après, on ne sait pas. Donc ils ont des programmes pour accompagner les enfants. Et quand vous discutez avec les adultes, moi ça m'arrive, j'ai des amis, et je dis mais peut-être t'es pas TDAH, peut-être t'es au potentiel. Mais non, c'est que les enfants. Donc, pour une raison que j'ignore, au Québec, c'est pareil, je travaille pas mal avec les Québécois, que j'accompagne pour certains. Et les adultes ne sont pas du tout pris en considération. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous, dans la psychologie, vous vous êtes intéressé donc à ces personnes neurodivergentes, les hauts potentiels, l'autisme, le trouble de l'attention ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez une patientèle ou qu'en tout cas, vous avez plus eu ce genre de cas à voir ? Je crois que c'est un peu le hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, et je crois que le déclencheur, je l'ai déjà raconté, c'est une anecdote, mais c'est la réalité, ça a été dans la même semaine où j'ai reçu plusieurs personnes qui me demandaient des lettres pour aller à Sainte-Anne se faire interner. Et je me suis dit, mais c'est d'une violence inouïe, alors que ces gens, ils n'ont rien, ils n'ont pas de pathologie, ils sont juste autres. Et c'est là où j'ai commencé à creuser le sujet, parce que c'est pas enseigné en psycho, parce que ça n'est pas une pathologie d'être au potentiel. C'est des singularités, c'est un fonctionnement différent, ce sont des caractéristiques singulières, mais ça n'est absolument pas une pathologie, donc c'est pas enseigné. Et donc de ce fait, j'ai creusé, j'ai exploré, j'ai lu beaucoup de publications, j'ai cherché, et c'est un peu comme ça que je suis rentrée dedans finalement. Et alors tout à fait par hasard, j'avais beaucoup de gens qui étaient de ce profil-là. Donc ça tombait bien pour pouvoir... Donc voilà, donc ça s'est fait un peu par hasard. Les gens qui arrivaient chez moi, alors je me souviens, les gens disaient, mais je comprends pas, t'as des gens au potentiel, nous on n'en a pas. Et ils disaient, mais nous on a beaucoup de gens état limite, personne borderline état limite. C'était l'époque où on en parlait beaucoup. Je dis, mais moi j'en ai pas. Et à un moment, j'avais un ami qui avait fondé une association sur la personnalité état limite. Et je lui dis, mais je comprends pas, tous ceux que tu m'adresses, ils sont aussi au potentiel. Il me dit, bah oui, ça va avec. Mais non, ça va pas du tout avec. Quand on prend les pathologies, les critères diagnostiques, il y a rien qui dit que les personnes état limite sont au potentiel. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, c'était assez bizarre quand même. Effectivement, moi, j'avais beaucoup de gens au potentiel quand les autres n'en avaient pas beaucoup. Et ils avaient d'autres pathologies que j'avais pas beaucoup. Ça fait un peu par hasard. Est-ce que vous aussi, vous correspondez à ces critères ? Peut-être. 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 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc HPI, il y a beaucoup d'acronymes dans votre livre, donc il faut arriver à suivre pour que les gens qui nous écoutent, les auditrices et les auditeurs, ne soient pas perdus. Donc, il y a HPI, TDAH, TSA, TSLA, HPLA, il y a toutes les 10. Oui. Donc, à quoi ça correspond exactement ? Alors, HPI, c'est au potentiel intellectuel. Pour les enfants, on dit EHP, je l'ai pas, on peut rajouter un acronyme, c'est enfant au potentiel, c'est le terme reconnu par l'éducation nationale. Avant, on parlait d'enfants précoces ou de surdoués. Et donc finalement, on a pris le terme belge de haut potentiel et nous, on a ajouté au potentiel intellectuel. En France, justement, on parle beaucoup de... On ne peut pas enlever le intellectuel. Alors oui et non, parce que pour les enfants, il n'est pas mis. Mais ce qui pose la question ensuite de la définition de où est-ce qu'on place la frontière de haut potentiel. Et donc chez nous, par exemple, un danseur étoile ne sera pas considéré au potentiel intellectuel, sauf s'il valide le test, alors qu'au Québec, une personne douée, pour eux ils parlent de douée, toute personne... Enfin, comment dire ça ? Pour les Québécois, les personnes douées sont celles qui s'écartent de 10% de la norme en termes de capacité. Ce qui veut dire qu'un danseur étoile, il s'écarte évidemment de la norme en termes de capacité. Et donc, il est automatiquement considéré comme doué. Donc nous, ça dépend de l'évolution du concept de l'intelligence, et donc nous, on a gardé cette notion de intellectuel. On parlait avant intellectuellement précoce, et on a le haut potentiel intellectuel. Les Belges, eux, parlent de haut potentiel tout court, par exemple.
les Américains gifted et les Québécois de doués. Donc ça, c'est haut potentiel intellectuel, le HPI. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les troubles neurodéveloppementaux, les TND, troubles neurodéveloppementaux. On a des plans gouvernementaux aujourd'hui de meilleure connaissance et de prise en charge. Et dans les troubles neurodéveloppementaux, on a le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. On ne parle plus d'autisme, on parle d'un trouble de spectre autistique parce que c'est un spectre avec à une extrémité des grandes difficultés, y compris la déficience intellectuelle et des troubles moteurs, et à l'autre extrémité, finalement, très peu de troubles visibles en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on parle de spectre. Qu'est-ce qu'on a? On a le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on a le TSLA, les troubles, je ne sais plus, du langage et des apprentissages. C'est ce qu'on appelait avant les dys. Donc dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie, voilà. Et puis ensuite, on a des acronymes qui se mélangent, c'est-à-dire pour dire haut potentiel et autre chose. Donc haut potentiel, trouble du spectre autistique, ça fait HPSA. Voilà, donc on fait un mix des deux. Et HPLA, c'est le trouble d'apprentissage. Les troubles de l'apprentissage. Du langage. Du langage. Ok. Donc oui, en fait, ces doubles exceptionnalités se parce qu'en fait, voient dans ces acronymes-là. Oui, exactement. Dans ces acronymes, la double exceptionnalité, on ne l'a pas dit, je crois, c'est le fait d'être haut potentiel et d'avoir un trouble neurodéveloppemental. Mmh. Donc, quand on regarde sur Google, qu'on googlise, 2 E, il y en a un milliard de choses chez nos amis anglo-saxons. Et nous, pas beaucoup. Nous, pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous avez écrit un livre, exactement. Pour pouvoir un petit peu lever le voile. Pour lever un peu le voile sur cette double exceptionnalité qui fait dire aux gens qu'ils sont tous TDAH, ils sont troubles de l'attention, ils sont tous au potentiel, ils ont tous les deux, tous les hauts potentiels ou un trouble de l'attention. En fait, non, c'est peu de l'un, peu de l'autre. Ok. Pourquoi est-ce que, du coup, les personnes qui cumulent 2 atypies, voire 3, vous l'avez dit pour certains, sont souvent mal diagnostiquées? Alors c'est compliqué de diagnostiquer parce que parfois le haut potentiel va masquer le trouble, auquel cas on va dire c'est un enfant, les études portent principalement sur les enfants, donc c'est un enfant qui est haut potentiel et donc voilà, la difficulté passe à l'as parce qu'on ne le voit pas, on va dire c'est ses spécificités, ses singularités de fonctionnement. Soit on a un enfant dont le trouble va cacher le haut potentiel finalement, et on va dire ce sont ses difficultés qui sont présentes et on va s'adresser qu'à des difficultés, et soit les deux s'équilibrent, auquel cas on ne voit pas trop grand-chose finalement. Donc c'est important de le savoir que maintenant, normalement, quand on fait un diagnostic de trouble neurodéveloppemental, on doit, normalement, encore une fois, faire le test de Wechsler pour voir où on se situe en termes de haut potentiel. Pour éviter d'avoir des mauvais diagnostics. On sait par exemple que des personnes haut potentiel diagnostiquées TDAH, donc trouble de l'attention, dans 25 à 50% des cas, n'ont pas de trouble de l'attention. Donc dans 25-50% des cas, c'est un mauvais diagnostic. Par exemple, moi je voyais l'autre fois une dame qui dirige le service de la consultation de l'autisme à la Salpêtrière, qui dit que la moitié des personnes adultes qui viennent consulter sont au potentiel et pas dans le spectre de l'autisme. Donc voilà, ça pose la question quand même de faire très attention au diagnostic et au dépistage. Donc oui, ça voudrait dire chez les professionnels en tout cas, on confond un petit peu toutes les neurodivergences. Oui, parce que tout ça n'est pas très connu finalement, et que on peut aussi passer à côté du haut potentiel, sachant que la littérature scientifique nous dit que quand on a déjà un TDAH par exemple, ou qu'on a déjà un trouble, en France on a mis le seuil de haut potentiel à 130, à ce moment-là on l'abaisse à 120. Mais si le professionnel n'est pas au courant de ça, il va garder le score à 130 et 120, il va dire non, une intelligence plus que la moyenne, mais pas au potentiel. Alors qu'en fait, oui. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire attention à qui on s'adresse quand on vient... Je pense qu'il faut... Oui, je surtout pas la pierre aux collègues, non, évidemment. Non, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien connaître pour justement avoir le bon dépistage et le bon diagnostic, parce que c'est pas évident. Et c'est pas évident quand on regarde de l'extérieur. Effectivement, on se dit, trouble de spectre de l'autisme, difficulté de communication, trouble des interactions sociales et intérêt spécifique. Les hauts potentiels disent oui, mais moi les interactions sociales c'est pas mon point fort, parce que les petites conversations, la pluie et le beau temps, c'est pas top, donc je rentre dedans. Alors qu'en fait vous rentrez pas dedans du tout, c'est pas du tout la même chose en fait. La personne dans le spectre de l'autisme n'a pas du tout cette difficulté là. Oui, elle va avoir du mal dans les petites conversations, mais ne sera pas capable de le faire. Elle ne va pas vous dire bonjour parce que ça n'a pas de sens. Alors que le haut potentiel, lui, ça fait pas sens en termes de intellectuellement satisfaisant.
Mais il est capable de le faire parce que ça permet d'entrer en relation avec les gens. Donc on n'est pas du tout sur le même plan, par exemple. Donc si on s'arrête juste à l'étiquette, à la formulation, on passe à côté. Vous allez nous expliquer après sur le spectre autistique tout ce qu'il faut savoir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés. Hein. Oui, on a beaucoup de clichés. Tous et toutes intériorisé une image de ce qu'est l'autisme, sans parler justement de ce spectre. Et je crois qu'on a tous une idée de l'extrême de l'autisme, et pas dans son intégralité. Dans le livre, vous expliquez quelque chose qui m'a frappée, c'est que il y a aussi une intersectionnalité dans les diagnostics, c'est-à-dire que si on cumule plusieurs inégalités ou qu'on ne rentre pas dans les normes de l'homme blanc, si on est assez honnête, c'est encore plus difficile d'être diagnostiqué. Tout à fait. Oui, parce que, alors ça on a des chiffres aussi, hein, c'est pas juste moi dans mon cabinet qui le dit. Moi, je reçois des gens un peu de toute minorité, d'ailleurs. J'ai reçu des personnes, des gens du voyage, j'ai reçu des gens de minorité visible, des gens, enfin voilà, de tout type. Mais effectivement, on a des publications qui nous disent que, donc majoritairement aux États-Unis, si vous êtes noir, hispanique, ou voilà, vous avez beaucoup moins de chances d'être dépisté au potentiel. Vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un diagnostic quand vous avez besoin. Mais c'est énorme, les différences sont énormes, effectivement. Donc, on a cette intersectionnalité-là qu'il faut prendre en considération. Alors, c'est vrai que pour des raisons peut-être culturelles, ce sont des personnes qui connaissent moins ces sujets-là, dans des milieux socio-économiques plus défavorisés, donc on en parle moins, peut-être aussi. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi quand on est professionnel et qu'on reçoit ces personnes. Enfin, moi, j'ai un exemple comme ça d'une famille que j'ai accompagnée d'origine maghrébine, mais ça, c'est un cas exceptionnel, hein, mais la maman qui parle très mal français, qui est venue récemment en France, qui a épousé un monsieur qui a une maladie génétique avec un handicap intellectuel de 80%, donc voilà. Et les 3 enfants, 2 des 3 enfants sont porteurs de la même maladie génétique qui, normalement, conduit à la déficience intellectuelle. Et moi, je reçois cette famille pour suspicion de haut potentiel. Voilà. Et donc, effectivement, donc certains sont pile à la limite, d'autres sont... mais les 3 enfants sont au potentiel. Les 2 qui ont la pathologie génétique également, ce qui pose question. Donc moi, j'ai été en contact avec à Necker, l'équipe qui travaille, parce qu'ils étaient connus, c'est une maladie très très rare, qui me dit « Mais non, c'est pas possible, tu as dû te tromper. » Non, je me suis pas trompée, je vous assure que non. Et la maman, faudrait faire le test. J'ai dit « La maman, je ne peux pas faire le test parce qu'elle parle pas français. » Et donc, effectivement, on a cette notion directement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour ces enfants, ça a changé la vie. Ils ont pu aller dans des écoles, changer d'école parce qu'ils avaient un regard sur eux, pas dans des écoles spécialisées, mais une école plus bienveillante finalement. Et donc voilà, donc ça c'est un cas quand même qui est extrême, mais qui arrive. Des personnes du voyage que j'ai reçues, des gens du voyage, ils disent mais non c'est pas possible, ils sont pas au potentiel, mais oui ils le sont, alors qu'ils sont pas scolarisés, ils font l'école à la maison ou pas du tout, enfin mais voilà peu importe. Et puis on a avec les minorités de la communauté LGBT, ça on a une intersectionnalité qui est connue maintenant, qui est avérée, qui est répertoriée. Alors dans quel sens ça va, on ne sait pas très bien, mais les personnes neurodivergentes sont plus... Il y a plus de personnes LGBT ou LGBT-friendly dans les personnes neurodivergentes et inversement, dans les personnes LGBT-friendly, il y a plus de personnes neurodivergentes. Bon, de la poule et de l'œuf, je ne saurais pas dire, mais on a cette corrélation. On a cette corrélation. Là, le podcast, ça s'adresse à des parents. Donc je pense qu'il y a plein de parents qui sont curieux sur ces thèmes-là, parce que comme vous le dites, c'est des sujets dont on parle un peu plus. Il y a aussi un peu de mépris aujourd'hui en disant oui, de toute façon vos enfants ils sont tous HPI, bien sûr, s'ils sont turbulents c'est qu'ils ont un TDAH, alors qu'on élimine le fait qu'il y a quand même potentiellement des gens qui ont une exceptionnalité. C'est vrai. Si on est parent d'un enfant, quels sont les signaux qui doivent nous alerter pour aller consulter justement? Alors souvent, les signaux ils vont être envoyés déjà par l'école. Souvent, la première cause de consultation, c'est la maîtresse qui dit votre enfant devrait aller voir le psy. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça. Et je crois que quand vous avez... Oui, c'est difficile de faire la part des choses entre un enfant qui est turbulent, qui est juste un enfant, finalement, un enfant actif, et notamment un enfant au potentiel qui s'intéresse à plein de trucs,
qui va être super actif. Il faut bien dire, les enfants au potentiel, c'est merveilleux. Vous parlez de tout avec eux. Et des fois, oui, il n'y a pas de sujet interdit. Alors, il faut les ajuster à leur âge, évidemment, mais on peut parler de tout. Ils sont curieux, vous les emmenez partout, ils sont contents. Mais en même temps, c'est une sacrée calamité parce que ça court partout, ça ne s'arrête jamais. Ils ont besoin de vous en permanence. Et donc, c'est là, on se dit, ouais, mais celui-là, il est hyperactif, il est TDAH. Alors que pas forcément. Donc, on n'a pas, encore une fois, cette conjonction des deux obligatoire. Donc, qu'est-ce qui mène à consulter? Je pense quand vous avez un enfant, effectivement, qui va courir partout, qui ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est vrai. C'est un peu l'image du petit garçon TDAH, mais c'est une réalité en partie quand même, notamment pour les garçons. Donc, si vous avez un enfant qui ne peut pas s'arrêter, mais jamais, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça, le trouble neurodéveloppemental, il est présent dans tous les compartiments de la vie. Parce qu'on nous dit souvent, oui, à l'école, il est comme ça, il n'écoute pas en classe, il est turbulent, il perturbe la classe, mais à la maison, pas du tout. À la maison, il est sage comme une image, il est capable de faire un puzzle pendant 2 heures, il peut faire ses Legos pendant 1 heure, il peut lire un livre, il peut... Là, on ne parle pas des écrans, parce que c'est autre, ça compte pas. Pour rester sans bouger, ça marche pas. Mais une activité qui lui plaît, il reste sans bouger, vous l'emmenez au musée, il est sage, il écoute, il pose des questions, et bizarrement, à l'école, ça marche plus. Donc ça peut pas être un trouble neurodéveloppemental, parce que le trouble neurodéveloppemental, il est présent partout, dans tous les compartiments. Et donc, à ce moment-là, il faut se poser la question de peut-être qu'est-ce qui se passe autrement, qui marche pas à l'école. Mais on peut quand même consulter pour avoir des éléments de réponse, en tout cas. Et concernant le haut potentiel, comment je veux dire ça ? Ce sont des enfants qui ont ils ont quasi jamais de langage bébé. C'est pas eux qui vont vous dire... alors, ça dépend comment on leur parle, mais globalement, c'est pas eux qui vont vous dire le toutou qui fait waf waf. Ou le chouchou qui, je sais pas quoi, ça ils savent pas dire ça. Ils arrivent à l'école, ils ont un langage, les enseignants le disent, ils ont un langage au-dessus de leur classe d'âge. Alors pour un parent qui a un seul enfant, moi souvent ils arrivent, ils disent mais moi je sais pas, c'est le seul que j'ai. Donc on me dit ton enfant, ta fille, ton fils, il est un peu plus vif. Moi je sais pas, je sais pas. Donc il y a le langage principalement qui fait dire. Et après, ce ne sont pas forcément des enfants qui sont isolés, qui sont harcelés. On nous dit tous les hauts potentiels sont harcelés, ils sont malmenés. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien savoir que haut potentiel, ce n'est pas une pathologie. Ce qui veut dire que, statistiquement parlant, tous les hauts potentiels vont bien. Parce que si tout ça allait mal, ça serait une pathologie. Et même statistiquement parlant, ils vont mieux que les neurotypiques. Donc c'est plus une protection qu'un calvaire. Alors que les gens, quand on leur dit « votre enfant est au potentiel » ou « vous êtes au potentiel », « oh là là, c'est pas possible, là, il va être malheureux toute sa vie, quelle calamité ». Non, c'est super d'être au potentiel. C'est plein de qualités, c'est plein de richesses et c'est pas du tout une pathologie. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut... qu'on sorte aussi de ce cliché. Mais bien sûr, on a le sentiment que tous les hauts potentiels vont mal. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est plein de belles qualités, justement. Et si on va plus loin, on sait aujourd'hui quand même que ce qui est... Alors effectivement, les enfants au potentiel font partie, au même titre que les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, des enfants à besoins éducatifs spécifiques, qui sont reconnus par l'éducation nationale comme ayant des besoins particuliers qui ne sont pas comblés par une éducation, entre guillemets, traditionnelle. Donc, ce qui ne veut pas dire les mettre dans d'autres écoles, ça veut dire que les enseignants propose des aménagements à ces enfants-là. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, des besoins, qui sont vraiment des besoins intrinsèques, par exemple, le besoin de sens pour un apprentissage, un enfant potentiel qui voit pas qui comprend pas, aura beaucoup de mal à apprendre. Donc, ce besoin-là, tout simplement, qui doit être comblé pour un enfant potentiel, eh bien, si on le donne à un enfant neurotypique, si on met du sens dans les apprentissages, alors c'est pas un besoin, ils peuvent apprendre sans comprendre les neurotypiques, paradoxalement, mais ça va favoriser leurs apprentissages. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les besoins des hauts potentiels, finalement, bénéficient à tout le monde. Un peu comme si c'était le phare qui tirait, c'est un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais qui tirait l'humanité vers demain. Et les Américains, qui sont tous un peu des fois grandiloquents, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc, non, on va pas non plus encenser, mais c'est vrai que leurs besoins bénéficient à tous. Et c'est ça qui est chouette. Pourquoi est-ce qu'on a aussi l'image de potentiellement des élèves qui sont dans la douance, qui sont en échec à l'école ? Est-ce que ça, c'est une réalité du terrain ? C'est une réalité, mais c'est une réalité la même que chez les neurotypiques. On a un tiers en réussite, un tiers dans la moyenne, un tiers en échec, comme chez les neurotypiques, à 2 ou 3% près. Donc c'est pareil. Ce qui est vrai, c'est que le parcours scolaire pour les enfants au potentiel est souvent très compliqué. D'une part parce que ça ne fait pas sens, et que sans sens, c'est compliqué pour les enfants au potentiel. D'autre part, la répétition, c'est super compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Il y a un exemple que je prends tout le temps, mais qui est la réalité, c'est qu'un enfant neurotypique a besoin de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept. Un enfant avec des problèmes, 10 à 15. L'enfant au potentiel, 1 à 2.
si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, ça c'est une autre affaire. Mais donc ça veut dire que les enseignants, et c'est le principe de l'instruction dans tous les pays du monde, sont là pour tout le monde, donc vont répéter. Et donc vont répéter minimum 10 fois, ou vous demandez de répéter à la maison, c'est les devoirs, justement, pour être sûr que la trace mnésique va être là. Mais si au bout d'une fois ou deux, vous avez retenu, c'est pas juste compris, vous avez retenu, tout le reste du temps, vous faites quoi ? Donc ça, c'est compliqué. La rapidité de traitement de l'information aussi est plus grande chez les hauts potentiels. Donc si un enfant neurotypique a besoin de ça pour traiter un sujet et l'enfant au potentiel ça, tout le reste du temps, il fait quoi ? Donc on cumule ça avec la mémoire et ça fait que c'est pas qu'il va s'ennuyer, mais il va pas être nourri suffisamment, cet enfant-là. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait dans la classe ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde par la fenêtre. Alors, il regarde aussi par la fenêtre, parce que c'est ce qui lui permet de mieux écouter en parallèle son enseignant. Il va gribouiller, Alors, moi, les enfants que je reçois, c'est tous les mêmes. Leur trousse, je vais pas dire c'est un critère diagnostique, mais presque. La trousse d'un enfant au potentiel, elle est crayonnée de tous les côtés. La gomme, elle est pleine de trous. Les crayons, ils sont coupés, ils sont grands comme ça, parce qu'il faut s'occuper. Donc, ils arrivent toujours à s'occuper. Ils ne vous disent pas, quand je les reçois, tu t'ennuies. Non, pas du tout. Je m'occupe. Et voilà, ils s'occupent sur la trousse. Alors, les lycéens, eux, ils sont crayonnés. Ils ont des tatouages au marqueur sur tout le bras. Il faut s'occuper. Donc, voilà pourquoi il faut les aider à ce que le temps devienne moins long et enrichir un peu leur parcours. En fait, les enfants au potentiel, ils ne veulent pas grand-chose. Ils veulent des enseignants bienveillants. Voilà. Et ils veulent apprendre des choses. Donc un enseignant qui va être exigeant, ça leur convient parfaitement. Parce qu'ils apprennent, ils sont là, on ne laisse pas passer des erreurs. Pour eux, ça n'a aucun sens finalement. Une maîtresse moi j'en ai vu, des enfants qui venaient avec le cahier de dictée, et la maîtresse avait mis des fautes là où il n'y en avait pas. Là, pour un enfant au potentiel, déjà pour tout le monde c'est incompréhensible, mais l'enfant au potentiel dit mais non. Mais avec le sens de la justice qui est un peu chevillé au corps, dites non. Et là, vous les perdez, parce qu'ils sont démotivés pour le coup pour l'année entière. Ils sont victimes, donc, eux, de stigmatisation un petit peu et de clichés. Au final, si dans une école, ça se passe bien, c'est un atout. C'est ça que vous dites, c'est d'avoir un enfant comme ça. Parce que ça va être un leader ou un enfant qui va... Oui, ce sont des enfants qui sont... moteurs. Qui sont leaders, qui sont moteurs. Ils aiment bien être tuteurs aussi des autres enfants, donc ça c'est chouette, les enseignants ils le savent et ils les prennent comme tuteurs pour un enfant qui a plus de difficultés. Sur des projets, ils sont force de proposition, ils sont créatifs, ils ont de l'imagination, ils sont capables alors ça leur joue des tours aussi de faire des liens et de proposer des idées neuves, ce qui n'est pas forcément ce qu'attend un enseignant, mais oui, ce sont des atouts dans une classe et de toute façon il y en a au moins 1 ou 2 par classe, donc on ne peut pas faire sans. Ah oui, statistiquement ça voudrait dire qu'il y en a 1 ou 2 par classe. À peu près. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, dans cette stat, si on prend la double exceptionnalité, il y en aurait 1 toutes les 2 classes, c'est ça ? Oui, quelque chose comme ça. Okay. Oui, quelque chose comme ça. Donc là, par contre, on est sur une difficulté différente. On est sur une difficulté différente. Parce que... et c'est là aussi où c'est compliqué à à accompagner, parce que c'est cette image, en fait, d'une couleur. Vous avez le haut potentiel qui serait bleu et le trouble neurodéveloppemental qui serait jaune. Ça fait quelqu'un de vert. Mais c'est pas indissociable. C'est comme si on demandait d'enlever les fibres de couleur. On ne peut pas, une fois que vous avez fait votre couleur verte, comment vous enlevez les pigments ? On ne peut pas, tout est mélangé. Donc tout s'imbrique et effectivement, il faut savoir ce qu'on en fait de cette imbrication-là. Et si on accompagne une personne comme si juste elle était autiste ou juste comme si elle était atteinte d'un trouble de l'attention, on va passer à côté parce que par exemple, sur quelqu'un de dyslexique qui a des difficultés donc de lecture, on va dire, on va lui donner, traditionnellement, c'est ce que fait les enseignants, ils sont outillés pour accompagner les gens qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Pour les dyslexiques, on va leur donner par exemple un manuel avec des lettres écrites plus gros, avec moins de lettres et plus d'images. Donc en gros, on va leur donner des mots qui sont, entre guillemets, pas intéressants, pour qu'ils puissent les lire facilement. Et ce qui est vrai, ils peuvent lire le mot. Mais un enfant au potentiel qui a un vocabulaire plus élevé, même s'il n'arrive pas à lire, il a un vocabulaire, il a une conception du monde, il a une maturité plus importante, et il a besoin de sens. On lui donne à lire Le Poisson rouge, mais il ne va pas rentrer dans l'apprentissage, parce que ça ne va pas lui parler, ça ne fait pas sens. Et donc, si vous lui donnez par contre des métaphores, une poésie avec des métaphores, ou Le Poisson rouge, ce qu'on veut, ben là, il va rentrer parce qu'on va lui demander d'aller chercher plus loin, d'aller chercher du sens, d'aller créer du lien, et d'aller réfléchir. Et là, il va pouvoir rentrer dans la lecture. Donc, si on fait ça avec un enfant neurotypique, dyslexique,
on va le perdre. Si on donne à un enfant au potentiel et dyslexique juste un petit mot à lire, on va le perdre parce qu'il n'a pas d'intérêt. Donc c'est là où c'est important de prendre les deux en considération. Ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle, ou très très peu finalement. Parce que là, ça demande encore plus d'aménagement. Et de compréhension aussi. Ça demande de la compréhension. Ça demande de regarder les enfants, et les enseignants nous disent effectivement on n'a pas le temps de faire un cours particulier à chacun, ce qui est vrai, et ça ne sera jamais la solution de demain de faire un cours particulier en même temps à 30 élèves dans une même classe. Mais par contre, l'enseignant, il vit avec les enfants, donc il les voit. Et s'il voit il voit que l'enfant il a des capacités. Donc s'il voit à un moment donné qu'on lui donne un truc et qu'il ne le lit pas, on peut se poser la question. Moi, j'ai vu des bulletins d'enfants où au premier trimestre, il y a écrit acquis, compétence n'importe laquelle acquise. Au deuxième trimestre, non acquis. Je dis, mais comment c'est possible ça ? Si vous savez marcher un moment, le lendemain, vous savez toujours marcher. Pourquoi à un moment, vous marchez, le lendemain, vous ne savez plus ? Et c'est pas écrit, je sais pas quoi, c'est marqué non acquis. Donc on a des acquis. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est que l'enfant, ça lui a tellement cassé les pieds qu'il a arrêté. Par exemple. Non, ça, c'est un signe. Non, mais oui, ça, c'est un signe, effectivement. Okay. Mais je vois pas comment un enseignant peut dire oui, il sait faire et le lendemain, il sait plus. Ou alors, il y a un problème d'évaluation. Mais ça, c'est pas possible. Est-ce que les enfants qui ont une double exceptionnalité peuvent être plus... faire partie du tiers qui est en difficulté à l'école, du coup ? Oui, ça peut. Ils vont avoir plus de chances d'être dans ce tiers-là. Déjà, quand on a un trouble neurodéveloppemental, on a plus de difficultés dans les apprentissages. Et donc, quand on n'a pas les bons aménagements, effectivement, on peut accentuer la difficulté. Et à l'inverse, est-ce que les hauts potentiels qui n'ont pas une difficulté en plus sont ceux qu'on a vus dans notre enfance sauter des classes Pas forcément. Ok, donc c'est un cliché qu'on peut avoir. Oui, alors c'est vrai que dans les aménagements de l'éducation nationale, le saut de classe est souvent proposé parce que ça marche et c'est facile. Donc on mettait l'enfant dans la classe du dessus, c'est assez facile. Alors ça marche ponctuellement. C'est-à-dire que l'enfant qui a des facilités, vous le mettez dans la classe du dessus, ça va faire émulation, il faut qu'il rattrape. 1 an qu'il n'a pas fait. Donc là, il est à fond dedans, il rattrape. Mais si on n'intervient pas, si on n'explique pas à cet enfant quel est son fonctionnement et si on ne lui donne pas des stratégies pour fonctionner en adéquation avec lui-même, eh bien, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui sautent une classe, 2 classes, 3 classes, 5 classes. La plus jeune bachelière, je crois, avait 11 ans et demi. Mais on peut. Là, moi, j'accompagne un petit garçon, il a 5 ans et demi, il est en CE1. Ah oui. Il a sauté 2 classes déjà. Et ça va très très mal, mais pour d'autres raisons. Et moi, je dis à ses parents, je dis à ses 2 papas, mais on lui fait pas passer le bac là quand même. Faut s'arrêter. Il va pas passer le bac là tout de suite. Oui, de votre point de vue, c'est pas nécessaire. Mais non, vaut mieux aménager à l'intérieur de la classe. Que fait un enfant de 11 ans une fois passé le bac ? Moi, j'en ai accompagné un qui était à 14 ans en école de commerce. Il peut pas sortir avec les autres. Il n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire des stages, déjà. En entreprise, c'est 16 ans minimum, ou pour un stage, je ne sais plus, mais il ne pouvait pas être en alternance, il ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas si simple, c'est pas si simple comme question. Donc, oui, ça marche, mais je pense qu'il faut que ça marche avec un projet derrière. Donc, c'est... Et vous soulevez un point auquel, je pense, on ne... Non, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et moi, j'ai vu des enfants qui m'ont dit moi, je ne veux pas sauter de classe. Je reste avec mes copains. Parce qu'il y a aussi ce lien social qui est important. Et certains vous disent oui, je veux sauter des classes parce que je veux m'en débarrasser le plus vite possible de l'école. Et à ce moment-là, on voit avec eux ce qu'il peut y avoir comme projet derrière. C'est-à-dire aussi de faire, pourquoi pas, une année sabbatique à l'étranger, d'aller faire une année, je ne sais pas quoi, au Japon, un échange, ou des choses. Enfin, voilà. Mais de ne pas aller directement dans le milieu du travail ou à l'université, de voir comment on peut remplir ce temps qui va sauter. Moi, souvent, j'arrête les jeunes, ou on arrête les jeunes avec le médecin en disant, voilà, il fait une sabbatique à la maison. Il fait 2 ans de vacances comme Jules Verne, mais au lieu de rester dans sa classe, eh bien, il reste chez lui tranquillement à se reposer pour éviter le burn-out aussi. C'est pas pour n'importe qui, on fait ça. Et il repart l'année d'après comme s'il avait sauté une classe, par exemple. Et on évite comme ça le décalage temporel. Mais oui, moi j'ai vu des jeunes qui ont refusé de sauter des classes. Bon, rester à la maison 1 an, ça demande aussi de l'aménagement pour les parents. Ça demande de l'aménagement pour les parents, effectivement. Mais il y en a pour qui ça fonctionne très très bien. Ils repartent ensuite et ils vont jusqu'au bac. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est une gageure d'aller jusqu'au bac pour les jeunes au potentiel. Pour une partie des jeunes au potentiel, en tout cas. C'est pas évident.
Tout à l'heure, vous mentionniez, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, je me suis réveillée tôt, que le haut potentiel, c'est une sorte de carapace qui protège, qui fait qu'on s'en sort mieux dans la vie finalement. Oui. Les études montrent qu'ils vont mieux, c'est-à-dire qu'il y a moins de problèmes de maladie mentale. Oui. C'est quoi la réalité meilleure santé ça physique aussi et moins de problèmes de santé mentale. Oui, c'est ce que les publications nous disent, effectivement, contrairement à l'idée reçue qui est que tous les hauts potentiels vont mal. Donc, effectivement, ça n'empêche pas de faire une dépression, ça n'empêche pas... de la même façon, les dépressions chez une personne au potentiel vont être plutôt existentielles, plus qu'une accumulation de choses. On n'est pas dans le même registre non plus que... Enfin, c'est pas systématique, mais qu'une personne neurotypique, par exemple. Donc... On est plus sur une crise d'identité, oui. C'est ça? Oui. C'est bien, c'est l'objet de mon podcast. C'est ça, c'est plus une crise d'identité. C'est plus ça. Ce qu'on sait, c'est que contrairement aussi à ce qu'on pense, les personnes de potentiel sont moins anxieuses. Alors à chaque fois que je dis ça, on me dit non, pas du tout, vous ne connaissez absolument rien, le petit vélo qui s'arrête jamais dans la tête, c'est anxiogène. Et pourquoi d'avoir des pensées, ce serait anxiogène ? Dépend ce qu'on en fait de ces pensées. Oui, c'est vrai. Voilà, non, mais on peut avoir des pensées anxiogènes comme on peut avoir des pensées créatrices. Donc, simplement d'écrire « j'ai des pensées, donc je suis anxieux », c'est pas la réalité. Donc, faut voir aussi ce qui se place derrière, ce qui se joue. Pareil, moi, je me souviens, un jeune, les enseignants avaient écrit « est anxieux parce qu'il pose des questions ». Non, mais il pose des questions. Et un autre enseignant avait dit « mais non, il pose des questions parce qu'il s'implique, il est curieux, il est intéressé et il veut bien faire son boulot. » Donc, c'est pas de l'anxiété. C'est pas je veux pas me tromper, c'est je veux faire bien, c'est pas pareil. Et donc voilà aussi comment on place le curseur de l'anxiété. Mais donc statistiquement aussi, les hauts potentiels donc, ont moins d'anxiété qu'une personne neurotypique. Et ça fait hurler les gens quand je le dis, mais c'est la réalité, c'est pas juste moi qui le dis. Hein. Donc, Est-ce que les personnes qui ont un haut potentiel avec une double exceptionnalité ont en revanche plus de mal dans la gestion des émotions ? Alors, effectivement, quand on parle de haut potentiel, ça c'est un débat qu'on a aujourd'hui et qui n'est pas complètement tranché scientifiquement, mais il semblerait que les personnes au potentiel... En fait, être haut potentiel, ce n'est pas juste une plus grande quantité d'intelligence. C'est des plus grandes intelligences. Ce sont des gens effectivement plus intelligents, alors tels que mesurés au test de QI, parce qu'après définir l'intelligence, c'est compliqué. Mais donc, ce sont des gens plus intelligents, avec une plus grande mémoire, une plus grande rapidité de traitement de l'information, qui sont plus à l'aise dans la complexité que dans les choses simples, qui vont faire des liens entre des choses qui ne sont pas forcément connexes, voilà, mais qui ont aussi une plus grande intelligence émotionnelle, qu'une plus grande intelligence sociale, qui ont une plus grande intelligence écologique, qui ont des plus grandes intelligences, si on va dans cette direction-là. Il n'y a pas de raison que ça soit limité à un seul type d'intelligence, finalement. Et donc, y compris la plus grande intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont un plus grand registre de langage en ce qui concerne les émotions, qui ont un plus grand vocabulaire pour parler des émotions. Ils savent mieux, alors aussi quand je dis ça, ils savent mieux identifier leurs émotions, plus ou moins. Et alors quand je dis ça aussi, pareil, les gens me disent « mais vous n'y connaissez absolument rien », une meilleure gestion de leurs émotions, paradoxalement. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ce sont des gens, en fait, ils sont intenses finalement en émotion. Donc devant un brin d'herbe, baf, ils ont l'enthousiasme qui grimpe tout là-haut. Le neurotypique, un brin d'herbe, bon. Eux, ils sont grimpés tout là-haut. Donc ils peuvent aussi descendre très bas. Mais ils descendent très bas, mais ils savent aussi que le lendemain, ils vont remonter. Ils vont se coucher sous la couette toute une journée. Le lendemain, c'est fini, c'est passé. Et moi, je pense une jeune fille qui était venue avec ses parents, et parce qu'elle faisait le yo-yo émotionnel, elle me dit « mais de toute façon, tu sais bien, demain, c'est fini. » Donc je le sais, il n'y a pas de sujet. Et quand ils sont là-haut, en émotion, ils vont quand même faire ce qu'il y a à faire dans les situations données. Donc, et ça, moi, j'ai des gens, j'en ai tout le temps. Je me souviens, une femme qui est venue me voir et elle me racontait avec une amie infirmière, elle était au square et il y a un enfant qui tombe. L'enfant infirmière, elle s'est figée. Elle n'a pas su quoi faire. Bon, c'était son petit neveu, mais peu importe. Donc, elle s'est figée. Et le dame, qui n'était pas du tout infirmière, elle a fait les premiers soins, elle est partie. Elle a fait ce qu'il fallait. Donc, ça veut dire une personne au potentiel, même là-haut dans son émotion, là, ça devient le guerrier qui dépote. Les émotions, on les tient à distance, il n'y en a plus. Et on fait ce qu'il y a à faire. Et donc, paradoxalement, c'est ça, quand on parle de meilleure gestion des émotions. Un neurotypique au même seuil d'émotions, il ne sait pas faire, parce qu'il n'a pas non plus l'habitude de faire avec cette quantité d'émotions. Le potentiel, il a l'habitude. Il vit dans sa peau, il est sujet toute la journée à des hauts, des bas, le brin d'herbe, le machin, la remarque sur Internet qui tue et on peut aller se mettre dans la poubelle parce qu'on n'en peut plus. Enfin, voilà, c'est toute la journée. Mais au fil du temps, ils ont appris à faire avec, finalement. Et donc, paradoxalement, la sensibilité, on n'a pas dit, mais l'hypersensibilité, l'empathie, les valeurs, ça fait partie de cette intelligence émotionnelle, finalement.
La capacité de réagir dans des moments de grand stress et d'être très efficace, ça fait aussi partie du TDAH, de ce que j'avais lu, ou c'est lié que au HPI? Pas forcément. Okay. Alors ça peut être lié à plein de personnalités finalement, mais on constate ça fréquemment chez les hauts potentiels, effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a un cliché aussi qui me vient en tête des hauts potentiels chez les enfants? Ce sont des enfants qui sont passionnés par les dinosaures, par ce monde-là. Est-ce que c'est un cliché ou il y a une réalité derrière ça? Alors les dinosaures passent pas forcément, mais ce sont des enfants qui s'intéressent à plein de choses effectivement et qui posent des questions et qui se posent des questions. Donc il y a les dinosaures, il y a dans les clichés les dinosaures, la préhistoire, les planètes. Et on va ajouter la métaphysique avec la mort, parce que ça, souvent, à 4 ans, il met la mort, les questionnements avant de se coucher, évidemment, sinon c'est pas drôle. Pour les parents, sinon c'est pas drôle. Et donc, sont des sujets. Et contrairement aux troubles du spectre autistique, sont des sujets qui vont évoluer. Ils vont pas rester sur un seul sujet figé, ils vont passer de l'un à l'autre, ils n'en ont pas que un ou deux ou trois. Et à un moment, ça va être peut-être les dinosaures, à un moment, ça va être les animaux de la ferme, à un moment, ça va être la préhistoire, ça va être les planètes, ça va être un peu la mort, les Égyptiens, etc. En fonction de ce qu'ils découvrent autour d'eux, finalement. De quoi ils se nourrissent, quoi ils se nourrissent. Et ce sont vraiment des enfants qui ont cette curiosité, cette ouverture d'esprit, plus que de la curiosité, et qui s'intéressent à tout, finalement. Et c'est différent, donc vous le disiez, d'enfants qui sont sur le spectre autistique. Est-ce que vous pouvez définir déjà pour que tout le monde comprenne bien et quelles sont les caractéristiques donc? Alors dans le spectre de l'autisme, on a en fait 2 critères diagnostiques principaux qui sont les troubles des interactions sociales et les intérêts spécifiques. Alors souvent on nous parle de sensorialité, c'est pas un critère obligatoire. Donc les 2 critères obligatoires sont les troubles des interactions sociales et encore une fois, les intérêts spécifiques. Mais chez les personnes au potentiel, on peut se dire, ils ont des intérêts spécifiques, les dinosaures. Sauf que, de manière très caricaturale et un peu réductrice, et je m'en excuse pour les gens dans le spectre de l'autisme, mais réductrice, les personnes au potentiel vont aller au fond des choses, ils ne vont jamais s'arrêter. La personne autiste va plutôt, entre guillemets, tourner en boucle, finalement. Alors, en évoluant aussi, donc on n'est pas sur le même registre. Moi, j'avais un petit garçon comme ça que j'accompagnais, qui était double exception dans le spectre autistique, et il était fan de foot. Mais pas les cartes des joueurs qui s'échangeaient et il pouvait pas en parler avec les copains parce que lui, il avait un livre de scores de matchs de foot. Il connaissait, et son livre, il est tourné en boucle, les scores des matchs de tous les pays. Alors, il pouvait vous dire, en 2022, en Australie, tel jour, telle heure. Voilà. Et ça, les copains, ça les intéressait absolument pas. Ils voulaient changer les cartes. Et lui, les joueurs, la tête, les cartes, machin, ça l'intéresse pas du tout. C'était vraiment tourné en boucle sur son livre. C'était son livre de chevet, enfin, c'est toujours le score de foot. Donc, sur les intérêts spécifiques, on n'est pas exactement sur le même registre. Et sur la communication, non plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnes au potentiel ont beaucoup de mal avec les petites conversations fatiguent. C'est pas très, très intéressant. Parce que c'est pas enrichissant, ça apporte pas des connaissances. Parler de métaphysique, de dinosaures, de n'importe quoi, d'un sujet que vous connaissez pas, ça, d'accord. Parler de « qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah oui, mais il pleut, machin, j'ai mangé ça. » Et puis les couches du petit dernier, ça apporte rien. Donc, pour eux, c'est compliqué. Mais ils peuvent le faire parce que c'est intéressant dans le sens où ça a un intérêt pour la personne avec qui ils interagissent. Sur la relation. Sur la relation, exactement. Alors que, moi, je recevais à un moment donné une personne dans le spectre autistique qui connaissait les anniversaires des gens, voilà. Et il vous dit, je sais pas quoi, ton anniversaire, c'est le 1er février. Et le 1er février, ton anniversaire, c'est le 1er février. Il ne va pas vous dire bon anniversaire. Parce que le bon anniversaire ensemble, ça ne veut rien dire. Et si on réfléchit sémantiquement, ça veut rien dire. Fait d'un bon anniversaire, bonne date de naissance, ça ne veut rien dire. Et donc, vous avez beau lui expliquer, oui, mais c'est poli, c'est machin, ça veut rien dire. Donc, t'es né aujourd'hui, pouf, c'est tout. T'es né le 2 février et ça s'arrête. Avec même pas l'idée que c'est pas un jour spécial, finalement. Et donc, c'est plus de ce registre-là, des interactions sociales pour les codes n'ont pas de sens, finalement. Ou ont trop de sens, on pourrait dire, peut-être. Où il y a trop de sens. Sans compréhension de l'enjeu, de nourrir une relation. Social, voilà. Moi, j'accompagne une jeune femme, elle est au potentiel des troubles du spectre autistique, et quand elle va au restaurant, donc elle a des problèmes aussi avec l'alimentation, c'est très compliqué, ça c'est souvent quelque chose qu'on voit dans le spectre autistique, mais qui n'est pas un critère, mais qu'on voit régulièrement. Et donc, manger, pour elle, c'est très compliqué, parce qu'elle mange la même chose. Le lundi, c'est tel truc, le mardi, c'est tel truc. Il faut que le couvercle soit comme ça, qu'il y ait tant de quantité. Ça s'approche un peu du TOC aussi, trouve c'est obsessionnel compulsif. Et donc, aller au restaurant, pour elle, c'est compliqué. Mais elle veut bien y aller.
à condition de ne pas manger. Et ses amis ne comprennent pas. Et elle ne comprend pas pourquoi ses amis ne comprennent pas. Et donc, ça crée des dissensions parce qu'elle elle a perdu ses amis en disant « Mais tu es au restaurant, tu nous regardes manger, ça se fait pas. » Mais pourquoi ça se fait pas ? Enfin, pourquoi ça se fait pas ? Moi, je peux pas manger, mais j'aime bien passer des moments avec toi, même si c'est compliqué, donc pourquoi ça se fait pas ? On n'est pas sur le même registre. En fait, nous, on n'est pas très ouverts, au final. Non, on n'est pas... C'est vrai que les autistes sont des gens très, très... Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a trop de sens, peut-être. Ce sont des gens qui sont... Ils n'ont pas de normes, mais ils s'en fichent. Non, ils s'en fichent. Oui. Pour eux, la norme n'a pas de sens. Donc, c'est là où c'est compliqué. Donc, ils sont ouverts, oui, au final. Sont ouverts. Ils acceptent la différence. Exactement. Contrairement à nous qui sommes enfermés dans nos carcans. C'est vrai. Et donc, dans le spectre, vous disiez tout à l'heure, dans le ça spectre, va de quel point à quel point ? Alors, ça va d'un point où la plus grande difficulté, on a des personnes qui ont des troubles psychomoteurs et des handicaps physiques et qui sont déficients intellectuels. Et à l'autre extrémité, on a des gens pour qui, de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose, finalement, et c'est là où ça devient compliqué à poser un diagnostic, d'ailleurs. Faut bien voir quand même, quand on parle aujourd'hui du spectre autistique, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui disent oui mais en fait moi je suis autiste mais je suis mal diagnostiquée, les gens savent pas dire. Oui, mais les gens savent pas dire parce que quand même la majorité des personnes dans le spectre autistique sont à la limite de la déficience intellectuelle ou en tout cas en dessous de la moyenne. Et quand on parlait avant d'Asperger, qui est une terminologie qui n'existe plus, on disait autiste de haut niveau, ça voulait dire autiste qui n'avait pas de déficience intellectuelle, c'est-à-dire autiste avec un QI de plus de 70. Donc la norme du QI c'est 100, déficience intellectuelle c'est en dessous de 60 et au potentiel c'est au-dessus de 70 pardon, et au potentiel au-dessus de 130 en France. Donc on disait autiste de haut niveau à QI de plus de 70. Et ça a été confondu avec des personnes au potentiel, finalement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, la majorité des personnes dans le spectre autistique sont plutôt dans la moyenne ou la moyenne basse de l'intelligence, finalement. Et donc on a aujourd'hui 3 degrés d'autisme finalement dans le spectre. Des gens qui ont, c'est écrit comme ça dans les critères diagnostiques, besoin de beaucoup d'aide, critère 3, moyennement d'aide et un peu d'aide. Mais il n'y a nulle part écrit, et c'est là où personnellement moi, ça me pose problème quand on parle de l'autisme, il n'y a pas écrit personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Et donc, quand on voit aujourd'hui tous ces diagnostics qui fleurissent, faut savoir que dans le spectre de l'autisme, on est parti d'une prévalence de 1 sur 1000, une personne sur 1000. Aujourd'hui, on est à 1 sur 50. Oui. 1 sur 50 1 sur 50. Et honnêtement, moi, je peux faire les pré-diagnostics, les pré-bilans. J'adresse systématiquement aux consultations spécialisées, les centres de diagnostic d'autisme, parce que c'est trop complexe. C'est trop complexe. Je sais pas je saurais pas repérer tous ces gens-là. Donc, effectivement, il y a des critères ce sont des gens qui peuvent être très fatigués parce qu'ils masquent toute la journée. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'anxiété, qui ont besoin de beaucoup de rituels. Mais tout ça, c'est pas les critères diagnostiques purs et durs, finalement. Donc, 1 personne sur 50 aujourd'hui. Pourquoi ça a baissé ? Il y a eu il y a une meilleure connaissance du trouble. C'est un trouble qui a beaucoup été étudié dans les dernières décennies. Donc, on a une meilleure connaissance. Il y a une meilleure connaissance aussi du milieu médical. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque médecin généraliste, dans le plan TND 2024 du gouvernement, troubles neurodéveloppementaux du gouvernement, doit passer des bilans aux enfants. Alors, je ne sais plus les âges, mais ça doit être, je ne sais plus si c'est 3 mois, mais 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Enfin, régulièrement, dans les visites de contrôle, ils doivent faire ces bilans-là. Donc, ils ont des cahiers à remplir pour adresser ensuite aux plateformes d'orientation des troubles neurodéveloppementaux, le cas échéant. Ce qui n'était pas le cas jusque très récemment. Donc aujourd'hui, les médecins généralistes et médecins tout court, pédiatres, sont mieux formés et donc ont une meilleure connaissance des critères diagnostiques pour orienter ensuite vers les bonnes personnes. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Après, honnêtement, moi, je suis un peu perplexe. Je sais que c'est un de mes sur le chiffre. Oui. Non, le chiffre, il est celui-là dans le monde entier. Hein, donc... Mais moi, je ne saurais pas définir la personne chez qui on ne voit rien. Je trouve que c'est très, très compliqué. Parce que ça se télescope, encore une fois, avec des critères des signes de haut potentiel. Il faut bien voir, quand on est à cette extrémité-là, on a souvent des personnes qui ont cette double exceptionnalité et qui vous disent, j'en ai déjà, ils me disent, moi, je suis haut potentiel, je suis dans le spectre autistique, je suis trouble de l'attention et je suis multi-10.
Donc là, c'est plus des 2 E, c'est voilà, sur 4, 5 E. Mais qui fonctionnent très bien, qui sont en entreprise, avec des postes à responsabilité, qui sont avec des familles, qui sont... Il y a un des critères quand même qui est notifié dans le manuel diagnostique qu'on a, c'est qu'une personne dans le spectre de l'autisme, normalement, avec des bémols et des guillemets, ne peut pas tisser de liens sociaux. Et donc, quand vous êtes, ça pose la question, quand vous avez plein d'amis, même si on vous dit c'est difficile avec les amis, ça me demande des efforts. Si vous avez une famille. Oui, voilà, moi je ne sais plus trop comment me situer entre les critères purs et durs, la réalité de l'expérience et la réalité clinique. C'est très très compliqué. D'accord. Et les autistes, ceux qui sont sur le spectre autistique avec un QI bas, souvent il y a l'incapacité de parler, de communiquer. Oui. Ça va ensemble ou... Alors certains arrivent à parler ou à parler minimalement. Certains sont non-verbaux, effectivement. Mais moi j'ai une amie qui dirige un centre de jour pour les autistes et quand elle voit tout ce dont on parle aujourd'hui, elle ne reconnaît pas les gens qu'elle accueille. Et quand on dit qu'il faut qu'ils puissent travailler, oui, effectivement, il faut qu'ils puissent travailler s'ils en ont la capacité. Pour elle me dit, moi, dans toute ma carrière, j'ai eu une seule jeune fille qui était capable d'aller travailler. Donc, on ne parle pas des mêmes. Quand on vulgarise aujourd'hui, qu'on en parle un peu, on ne parle pas peut-être de la majorité de ces personnes qui n'ont pas la capacité d'aller travailler. On est dans un milieu général, finalement. Ces personnes-là qui sont sur le spectre, d'un côté en tout cas, eux ne sont pas dans une double exceptionnalité ou s'ils peuvent aussi avoir... Non, ils ne sont pas dans 10. Non. Okay. Ah oui, le trouble de l'autisme, ça s'accompagne souvent de comorbidité, de dyslexie, trouble de l'attention, anxiété, dépression, d'autres pathologies, oui. C'est rarement... Mais pas associé au potentiel. Non, pas associé au potentiel, mais associé à d'autres pathologies. Ok. Oui. Du coup, c'est quoi les troubles 10 ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, les troubles 10, ça va être la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyscalculie. Ce sont des difficultés. Alors, schématiquement, un enfant dyslexique va confondre les B et les D, les P et les Q. Voilà. Alors, on peut dire tous les enfants, à un moment donné, confondent ça. Les T, les D ou non, c'est pas celui-là. Les B et les... C'est surtout les B et les D. Oui, les B et les D, oui. C'est les lettres qui se ressemblent un peu, qui sont le 5 vont le faire dans l'autre sens. Ou, voilà. Mais ça, a priori, tous les enfants font ça à un moment donné dans leur scolarité, dans leur apprentissage. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit on ne pose pas de diagnostic de dyslexie avant au moins le CE2 quand même. Ok. Pour être sûr qu'on est... Alors, plus ou moins. Mais... donc, ce sont des enfants pour qui les lettres vont se mélanger. Même s'ils connaissent les lettres, ils lisent un texte et c'est un peu comme si tout s'envolait. Et puis, toutes les lettres sont éparpillées devant eux. Ici, voilà, qu'est-ce que je fais ? C'est un peu... Voilà, ça devient mouvant. Donc, c'est compliqué de lire quand tout est mouvant, finalement. Donc, c'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question de voie neurologique qui traite la lecture et qui ne va pas traiter les lettres de la même façon, finalement. Donc, ça nécessite une prise en charge orthophonique, ça, principalement, pour arriver à... Mais on y arrive très, très bien. Donc ça, c'est la dyslexie. Oui. Alors, dysgraphie, ça veut dire, c'est pareil, c'est les lettres qui vont se mélanger. Dysorthographie, les lettres, quand on écrit, ça va être compliqué de les mettre dans le bon sens, dans le bon ordre. La dysorthographie, c'est que l'orthographe, vous avez beau apprendre les règles d'orthographe, ça ne rentrera jamais. Et ça vient ensemble avec la dyslexie ou... C'est pas forcé. Pas forcément. Okay. Et puis, la dyscalculie, c'est pareil, c'est les chiffres qui n'ont pas de sens. Qui vont se promener, qui n'ont pas de sens. Oui, voilà. Donc, mais ça, avec les prises en charge orthophoniques, ça marche très très bien. On a des belles rééducations. C'est un trouble qui se... Oui, alors ce qu'il faut savoir quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, ce sont des neurodéveloppementaux, il y a neuro dedans, ça veut dire que c'est neurologique finalement. Ça veut dire que le cerveau va avoir un développement différent de celui des neurotypiques. Et c'est bien pour ça, quand on pose des diagnostics, il faut vérifier que c'est présent depuis l'enfance. On ne devient pas trouble de l'attention, on ne devient pas dyslexique, on ne devient pas au potentiel, qui n'est pas un trouble neurodéveloppemental, mais c'est un développement neurologique différent aussi. On ne le devient pas, on vient au monde comme ça, un peu comme si vous venez au monde avec un bras en moins. Votre bras, il n'est pas là, il n'est pas en moins à l'école, il est là à la maison.
Si c'est pas de bras, c'est pas de bras. Non, mais c'est simpliste ce que je dis là, mais parce que souvent on nous dit oui, mais où c'est apparu plus tard. Non, c'est pas apparu plus tard, c'est neurodéveloppemental, c'est là depuis toujours. Alors effectivement, quand on a la double exception, c'est masqué et les diagnostics sont posés plus tard parce que souvent les deux s'interpénètrent et qu'on a du mal à séparer l'un de l'autre, justement, comme je disais tout à l'heure. Donc le diagnostic est souvent posé plus tard, mais de toute façon, c'est présent dès l'enfance. Ça peut pas ne pas l'être. Est-ce que ça amène en revanche vraiment des soucis très concrets d'avoir un HPI, un TDAH ou d'avoir des problèmes neurodéveloppementaux? Ou est-ce que parce que justement il y a un haut potentiel, on peut s'en sortir sans souci? Non, on peut s'en sortir sans souci. D'abord parce qu'encore une fois, le haut potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas une pathologie, d'une part. Et ça veut dire que les personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental et qui sont au potentiel, on va s'appuyer sur les forces du haut potentiel pour diminuer justement les problématiques liées au trouble. Et ça marche très très bien. Donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir, de faire des études si les gens le veulent. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on va mettre en place des stratégies qui vont peut-être être un peu différentes. Une personne qui a un trouble de l'attention, par exemple, a besoin de bouger, de faire des trucs. Donc pourquoi aussi on va lui donner une balle anti-stress, par exemple? Parce que ça lui permet de... Comment dire ça? Alors, le trouble de l'attention sont des personnes qui finalement, avant, il y a longtemps, quand on n'avait pas encore cette grande connaissance, on disait on donne un petit peu de café le matin, une petite cuillère de café aux enfants. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait c'est comme s'ils n'avaient pas assez dormi, ils étaient un peu en sous-régime, et vous savez quand on n'a pas dormi, on est sur les nerfs tellement on est fatigué, et donc on prend une petite caféine pour se... Paradoxalement on est sur les nerfs, on est comme ça quand on n'a pas dormi, on n'est pas bien, on prend une petite caféine et ça apaise. Donc c'était un peu ce principe-là. Ça marche pas, non? Si, ça marche. Ah ouais, je ne bois pas de café, donc je ne saurais pas vous dire. Si, ça marche. Okay. Ça marche. C'était ce qu'on disait, ce que disaient les professionnels de santé il y a 20 ans. Hein, donc, et si, ça avait des résultats. Et donc, le principe, voilà, c'est de redonner de l'activité quand on est en sous-activité, par exemple. Donc vous tripotez votre balle et ça vous permet de reconcentrer votre cerveau, finalement, par exemple. C'est les fidgets. Les fidgets. Ça marche bien. On a les fidgets, les chewy fidgets, les machins à mâchouiller, machin, ce qui permet donc ça, c'est facile de mettre en place dans une classe. Et les enseignants sont assez partisans de ça, et ça dérange pas beaucoup. Finalement, le crayon qui fait comme ça toute la journée, là, ils préfèrent la balle à... Oui, on peut mettre aussi un élastique, comme l'élastique à sauter autour des barreaux d'une chaise, et comme ça, l'enfant, il peut bouger les pieds dessus. Donc, il y a des choses assez faciles à faire. Alors, ce qui est vrai, quand on est aussi au potentiel, par exemple, un jeune qui a un trouble de l'attention va réussir à mieux se concentrer s'il met un bruit blanc. Le bruit blanc, c'est la radio qui est déglinguée. Il fait zzzz, comme ça. Donc ça, pour le jeune TDAH, ça marche bien. En général, le jeune au potentiel, ça le fait sauter dans les murs et ça le crispe. Par contre, le jeune au potentiel, il met de la musique et ça l'aide. Et donc, c'est là où il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que, en fait, pourquoi ça aide le jeune au potentiel? Parce que souvent, on dit au potentiel, ils ont un trouble de l'attention. Mais en fait, pas du tout. Ce qui va avec le potentiel aussi, je disais tout à l'heure, c'est une plus grande intelligence émotionnelle et aussi une plus grande sensorialité. On parle souvent d'hypersensorialité. Ça veut dire que leurs sens, on dit c'est œil de lynx, c'est mémoire d'éléphant, mais voilà, ils ont les sens en permanence aux aguets. Et donc, ce qui fait qu'ils voient en vision périphérique. Donc là, ils voient en vision périphérique passer, je sais pas quoi, une voiture. Ah, mais dessus va se greffer un flux de pensée. Et donc, ah oui, une voiture, il faut peut-être que je change de voiture. Ah ouais, mais la voiture électrique, c'est peut-être pas mal. Ah ouais, mais alors les batteries faites par les petits Chinois, c'est pas terrible. Mais alors le vélo, comment on recycle, et comment on recycle. Ah ouais, mais le bus, mais ça sent pas bon. Et le métro, mais c'est tout le temps un peu de ce truc-là. Et donc, quand vous faites ça, vous avez créé un flux de pensée. C'est la pensée aussi par association d'idées qui fait que vous avez oublié votre dossier. Maintenant, et moi quand je dis ça, les gens, mais ça marche à tous les coups. Vous mettez votre téléphone à côté, avec vos oreillettes, et vous avez un film que vous connaissez par cœur. Voilà. Quand vous êtes en train de traiter votre dossier, à un moment, le cerveau, il a besoin de s'arrêter, il fait une pause. Donc soit il va regarder ce qui se passe dans la rue, et là il est parti, parce que c'est intéressant, en même temps ça pose des questions, soit, un peu les œillères du cheval, je suis dans mon dossier, je sais que je vais faire une pause, et je vais là. Ça, je le connais par cœur. Donc je reste dessus, c'est pas intéressant, et bam, je reviens.
Voilà. C'est une stratégie pour pas exactement, partir. C'est une stratégie pour pas partir. Et la musique de la même façon. Et c'est ce qui permet de rester concentré sur son dossier. Une personne qui a un neurotypique, s'il fait ça, lui regarde son film et ça marchera pas. Une personne qui a un trouble de l'attention risque aussi de rester dispersé dessus. Donc quand on a les deux, faut jongler entre trouver la bonne stratégie, effectivement, qui correspond à cette personne donnée et pas à toutes. Mais effectivement, moi, quand je dis ça, moi j'ai des gens, ils sont au boulot, ils regardent. Moi j'ai une jeune femme, elle est chercheur, elle regarde Tintin ou Astérix. Je connais par cœur. Et après, hop, elle re-switch sur son travail. Voilà, ça marche super bien. À tester chez vous si vous écoutez. Mais oui, mais ça marche. Vous avez besoin de stratégie. Bien sûr. Est-ce que le haut potentiel est héréditaire ? Il y a une composante. Il y a une composante héréditaire, il y a une composante environnementale. Donc ça veut dire que, comme le trouble neurodéveloppemental, il y a une composante héréditaire, génétique, et une composante pour le haut potentiel environnemental. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement favorisant, où vos parents vont répondre à vos questions, vont vous parler des planètes, et vous emmènent au planétarium, si vous parlez de je sais pas quoi, vous montre une pièce de théâtre, vous emmène voir une expo, même virtuellement, hein, si on n'a pas beaucoup de sous pour aller au théâtre tous les jours, voilà. Vont un peu nourrir votre curiosité, là votre potentiel va s'exprimer. Si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas tout ça, pour 1000 raisons, pour des raisons d'éducation, de parents qui n'ont pas compris ce que c'était, qui ne veulent pas, qui n'ont pas de sous, que tout a ce qu'on veut, mais le potentiel ne va pas s'exprimer. Et donc on sait que, entre guillemets, le gène de l'intelligence peut être bridé jusqu'à 60% par l'environnement. Ah oui. Donc c'est un sacré chiffre quand même. C'est beaucoup. 60%. Oui, c'est beaucoup. Mais moi, je reçois beaucoup de gens qui sont non pas bridés, mais qui sont, moi je dis toujours, à l'envers d'eux-mêmes. Parce que le fonctionnement au potentiel, c'est très différent. C'est l'intuition aussi. C'est cette intelligence intuitive, j'en ai pas parlé, mais c'est beaucoup l'intelligence intuitive et notamment pour les jeunes, certains, l'intuition mathématique, qui ont le résultat, ils ne savent pas par quel chemin, ils font leurs calculs d'une façon qui n'est pas tout à fait académique, mais ça marche. Et ça marche, moi j'en ai vu qui étaient en école d'ingénieur et voilà, ils avaient les équations triple degré, est-ce que vous voulez, triple intégrale, est-ce que vous voulez. Ils regardent et baf, ils ont le résultat. Il n'y a rien au milieu. Donc voilà, c'est pas la boule de cristal, c'est qu'il y a les connaissances dans le cerveau va les assembler autrement et ça donne le résultat. Et donc si on vous accompagne pas dans cette direction-là non plus, dans cette singularité-là, à un moment donné, vous fonctionnez comme un neurotypique et c'est là où ça devient lourd et ça devient pesant. Et l'environnement, il a aussi ce rôle à jouer et ce rôle éducatif, je pense, de prendre en considération les singularités en termes de raisonnement. Et souvent, quand on parle d'haut potentiel, on parle de plus grande intelligence et on dit c'est des enfants plus intelligents, mais ils sont comme tout le monde, ils sont juste plus intelligents. Non, ils sont intelligents autrement. J'aime bien cette phrase, ils sont intelligents autrement. Vous terminez le livre en disant que vous espérez surtout qu'un jour on n'ait plus besoin de mettre des étiquettes comme ça. Parce qu'évidemment ça aide d'être diagnostiqué, ça donne une feuille de route, un point de départ en tout cas, mais que vous espérez un monde où la différence n'a pas son importance au final. Oui, tout à fait, parce que on sait par exemple en entreprise qu'une équipe qui est neurodiverse, qui comporte des membres de toutes sortes, va être beaucoup plus efficace, jusqu'à 150% d'efficacité. Donc la neurodiversité, elle a toute sa place, ou la diversité tout court a toute sa place. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les étiquettes, aujourd'hui, on fonctionne avec une étiquette et c'est important. Un enfant qui n'a pas une étiquette, on ne va pas lui proposer d'aménagement, ce qui est un peu légitime pour les enseignants, pour légitimer aussi les accompagnements qu'ils vont proposer. Mais dans le fond, c'est juste l'ouverture, l'étiquette. Et quand je reçois des personnes au potentiel, notamment, ils me disent « Mais pourquoi vous voulez que je fasse le test ?» Je dis « Moi, je veux rien du tout. Moi, j'ai pas besoin du test pour vous accompagner. Ce qui est important, c'est votre fonctionnement, vos singularités. Vous expliquez, dans un premier temps, que vous avez de l'intuition, comment ça marche l'intuition, comment on peut s'appuyer dessus. Est-ce que c'est super efficace l'intuition quand on l'écoute vraiment comment on peut produire un raisonnement de cette façon-là. Pourquoi, en tant que haut potentiel, vous faites tout au dernier moment et c'est super efficace plutôt que de vous y coller 3 mois d'avance. Pourquoi, si vous n'avez pas de motivation ni d'échéance, vous aurez du mal à faire les choses. Et ça permet de se l'approprier et ensuite de fonctionner à sa façon. Donc si on n'a pas, aujourd'hui en tout cas, l'étiquette, ça ne nous permet pas
de dire aux gens, vous êtes ci, vous êtes ça, ou ça ne leur permet pas. Moi, personnellement, si les gens me disent, j'ai de l'intuition, d'accord, on va dans cette direction-là. Je n'ai pas besoin d'avoir un tampon pour ça. Et à un moment donné, simplement de regarder les gens tels qu'ils sont, moi, ça me semble... Si dans une entreprise, vous voyez quelqu'un qui, effectivement, arrive en réunion, les mains dans les poches, mais il déroule sa présentation parce qu'il connaît tout par cœur, il n'a pas son machin qui suit, c'est pas grave, ça marche. S'il vous donne une stratégie, au début, vous dites, mais comment tu sais ça ? Je sais pas. Ah ouais, mais c'est vrai, déjà la dernière fois, ça a marché. Donc, on va essayer de te faire confiance. Par contre, si tu peux essayer de nous trouver quelques petits éléments pour nous dire pourquoi il faut aller là, voilà, on le sait, ça marche. Les gens, ils sont pas neuneux, ça se voit quand même. Et ça se voit si on accepte de regarder. Mais on regarde aujourd'hui majoritairement, alors ça change en fonction de cette norme neurotypique, même si elle n'existe pas. Et on dit, quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique dans son travail, ou regarde, si mettez votre film en même temps que vous travaillez, on dit, non, mais celui-là, il tire au flanc. Alors que maintenant, il est beaucoup plus efficace. Et ça se voit qu'il est plus efficace, finalement. Et il ne faut pas demander à tout le monde de faire pareil, il faut simplement laisser les gens être dans leur domaine d'efficacité, tout simplement. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'un jour, on n'ait plus besoin de ces étiquettes et que chacun puisse être à sa place. Une personne qui a un trouble de l'attention, les études nous disent, sont plus créatifs. Les gens dyslexiques, tous les troubles neurodéveloppementaux sont en général plus créatifs. La personne dans le spectre de l'autisme, c'est merveilleux, les autistes, parce qu'ils n'ont aucune restriction. Alors, évidemment, des fois, ça peut paraître un peu chiffonnant s'ils baissent leurs pantalons au milieu de la rue, ce qui peut arriver, parce que pour eux, il n'y a pas de voilà. Mais et ça, ils peuvent l'apprendre quand même. Mais sont des gens, ils posent les bonnes questions, finalement. À quoi ça sert de dire ça ? Pourquoi on va faire ci ? Pourquoi je ne peux pas aller au restaurant si je ne veux pas manger, dans le fond ? Effectivement, dans le fond, pourquoi ? C'est l'autre que ça gêne, c'est pas soi, finalement. Donc c'est tout ça, et je pense que c'est une grande richesse. Et encore une fois, les entreprises y gagnent. Et tout le monde y gagne finalement, parce que quand on bouleverse les normes, ça enrichit, vous avez raison. Mais je ne sais pas si je bouleverserai les normes, mais je trouve que la richesse, c'est plus riche, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce long entretien où moi, j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses. J'espère que ça vous aura aidé en tant que parent, ou même vous-même en tant qu'adulte, parce qu'on diagnostique encore tard. Mais tout les à gens. Fait, bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour avoir une autre feuille de route. Non, jamais. Et pouvoir suivre son intuition. J'aime vraiment ce que vous dites sur ça, parce que ça redonne le pouvoir aussi à la personne. Oui, qui tout se à fait. ressent Ce qui est différemment. important, c'est d'être en phase avec soi-même, c'est d'être aligné avec son fonctionnement, avec ses valeurs. Faut s'autoriser à être soi-même et s'enfermer dans une étiquette, ça ne permet pas. Donc les étiquettes, c'est pour s'en abstraire finalement qu'on les pose. Merci Béatrice. Merci à vous.